La belle vie au soleil, la belle vie. Bonjour, avec aujourd'hui une petite préface de Jean de Palacio pour la Bibliothèque décadente, édition Séguier. Jean Lorrain, princesse d'ivoire et d'ivresse. Présentation, page 7. Le recueil de contes que Jean Lorrain publie en 1902 sous ce titre évocateur s'inscrit à la fois dans l'engouement de toute une époque pour un merveilleux perverti et dans le goût non démenti de l'auteur lui-même pour un genre hérité de son enfance et adoré par lui, d'une adoration presque sauvage. L'inspiration en est fort diverse et puise également dans le Moyen-Âge, Mélusine enchantée, Oriane vaincue, l'Italie renaissante, la princesse Ottilia, la marquise de Spolète, l'Égypte, Narcisse, l'Orient, Hylas, la fin d'un jour, ou la Scandinavie, Neigild, page 8. Lorrain paraît plus proche d'Andersen que de Perrault, à moins qu'il ne s'agisse, suivant le mot de son ami Octave Usanne, d'un Perrault qui aurait pris part à quelques messes noires. Citation de Vision de notre heure, choses et gens qui passent, l'Écho de Paris, 5 février 1899. Deux contes en effet, la princesse au Shabbat, la princesse au miroir, introduisent le Shabbat des sorcières dans le merveilleux. Bon nombre des contes sont fondés sur l'exploitation du motif du miroir. Imogine ou Oriane s'y contemple. Les princesses Ilsé et Ilis s'y cherchent vainement, on les cache à Narcisse. Il arrive qu'ils soient brisés ou qu'ils montrent ce qu'on n'attendait pas, comme au chevalier Bertram, sa vieillesse. C'est que le miroir marque généralement l'instant de la rencontre avec soi-même. Ce thème, évidemment, n'est pas propre à Lorrain. Édouard Ducoté en tire parti à la même époque dans Le Miroir magique, conte recueilli dans Merveille et Moralité, paru en 1900 au Mercure de France. Un prince d'une grande laideur est condamné à être enfermé dans une prison faite de miroirs. Il connut le supplice atroce de ne plus s'échapper à soi-même. Mais, page 9, si cette laideur est permanente, le prince s'y résigne et le dénouement est heureux. Chez Lorrain, au contraire, le narcissisme prend fréquemment un aspect presque douloureux, en se confondant par exemple avec une prise de conscience du temps qui passe. Sur cette menace chantée de toute éternité, mais toujours la jeunesse fuit, et la vieillesse qui me suit, de jeune en vieillard, me transforme. Citation de Ronsard, dans Ode 4, 9. Lorrain a composé sans doute avec L'inutile vertu un de ses contes les plus convaincants. Publié successivement dans les deux recueils de l'auteur, Contes pour lire à la chandelle, 1897, et Princesse d'ivoire et d'ivresse, 1902, il décrit le jeune chevalier Bertram, chargé par la vengeance maternelle de tuer le père séducteur, négligeant toutes les sollicitations flatteuses de la vie, pour apercevoir enfin son visage vieilli dans le fond d'une auge qui avait fait miroir, et comprendre que c'est lui-même qu'il doit tuer. Page 10. La moralité un peu appuyée du conte, celle d'un carpe diem, souligne assez l'importance de l'enjeu. Il ne fallait plus songer à retourner en arrière, car toute heure fuit, irréparable. On songe à la comtesse de Glenegg, chez D'Annunzio, à qui est dédiée une section des princesses, faisant ôter de sa demeure tous les miroirs lorsqu'elle s'aperçut
qu'était venu pour elle le temps de défleurir. Lorrain, de son côté, écrivait à Paul Escudier, sans doute en 1901, « Je traverse une furieuse crise sensuelle et je sens que je me tue, mais tant pis. » Citation de Lettre à Paul Escudier, lettre inédite, 1901, collection particulière. Confirmant dans sa vie l'épigraphe de Chamfort, qu'il mettait en exergue à un autre conte, Le prince dans la forêt, hic felicitas, préférant, comme le prince de la forêt, les illusions à la fée, indifférence. Peu de princes charmants au demeurant dans ce recueil, mais plutôt des éphèbes, des adolescents élevés dans la haine de l'amour et de la femme, page 11, Amadis, Oriane vaincue, Narcisse, devenu soudain dédaigneux lorsque les apparitions féminines lui ont dévoilé le mystère épilé de leur ventre, ou encore le bohémien, jeune et svelte garçon de 17 ans, dont la beauté troublait les hommes autant que les femmes, mais négligeant l'amour de la fille du duc, comte du bohémien. Quant aux princesses, elles sont souvent plus opprimantes qu'opprimées, suscitant chez le lecteur autant que d'ingénieux motifs de compassion, une sourde inquiétude. Si, on l'a vu, elles ne craignent pas de hanter les Shabbats, elles se conduisent à l'occasion comme des Parisiennes fin de siècle. Ainsi la princesse Ilsé, qui collectionne les grenouilles, ressemble-t-elle fort à la petite baronne d'Hérode de M. de Phocas, et toute la collection de grenouilles, de Massier, de Cariès, de La Chenal, de Bigot et du Japon. Dans ces textes, le stéréotype rassurant du conte de fées traditionnel est souvent battu en brèche, soit qu'on lise, par exemple, de la princesse Ilsé, page 12, c'était en somme une petite créature assez futile, férocement égoïste et follement éprise d'elle-même, ou de la princesse au dos vert, que ses doigts semblaient prendre plaisir à déchiqueter les lys, qui sont autant de corps de guerriers. C'est que les contes merveilleux de Lorrain sont aussi des contes cruels. Les blessures y saignent, et les têtes y tombent. Ils sont peuplés de chevaliers captifs et de preux massacrés, mais aussi de méchantes reines dévorées par les loups et de princesses muettes qui ne recouvreront jamais la parole. Une poétique de la putrescence et de la charogne s'y installe, instaurant une forme encore plus subtile de cruauté qui se plaît à décrire les ravages de la mutilation ou de la décrépitude sur la beauté des corps. Certes, on savait l'auteur de M. de Phocas, ou de l'école des vieilles femmes préoccupées par l'esthétique de la corruption, on la retrouvait même jusque dans la cathédrale de Barcelone, où Lorrain croyait déceler une odeur à la fois de latrine et d'encens. Un démoniaque, 1895, alias de termes caractéristiques d'une vision décadente de l'Espagne. Page 13. Mais voir cette inspiration gagner les contes merveilleux dit bien la transformation de ce genre au tournant du siècle. Le spectacle qui s'offre à Amadis relève plus du naturalisme que de la féerie, sorte, si l'on veut, de naturalisme baudelairien, une odeur de charogne écœurait. Après un vain grouillement pour se mettre debout, les larves des preux étaient retombées dans les broussailles. Maintenant, etc., etc. Tu retrouveras évidemment l'intégralité de cette préface dans l'édition Séguier, parue donc en, c'est pas récent, en 1993. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou littéraires, comme tu veux, sur Chabrou Télé. En plein soleil, comme on le voit. La belle vie, à bientôt.